Bien, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints ici dans l'amphi Paul Brossard de l'école d'architecture et de paysage, de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, que j'ai eu le plaisir de diriger pendant 9 ans et que j'ai vraiment le très grand plaisir, oui, 9, de 2006-2015, et que j'ai vraiment eu grand plaisir à revoir. Bonsoir aussi à ceux qui nous suivent en ligne, notamment les étudiants de l'école de Chaillot, des étudiants donc du DSA, diplôme de spécialisation et d'approfondissement, qui ont plusieurs conférences comme ça tout au long de l'année sur des situations un peu exemplaires, emblématiques. Et je suis vraiment très, très heureux de cette première, voilà, de cette première expérimentation, d'une inauguration d'exposition dans une école d'architecture, d'une rencontre avec les étudiants, des retrouvailles avec les enseignants d'ici pour essayer d'établir des relations voilà, plus fréquentes, plus nombreuses, plus constructives entre les écoles d'architecture et l'école de Chaillot. Réseau dont nous faisons partie, mais de manière un peu, voilà, un peu marginale, un peu latérale. Parce que les questions de l'architecture et du patrimoine sont de plus en plus prégnantes, avec voilà, différentes façons d'appréhender ce patrimoine, qu'il s'agisse d'un patrimoine monumental, d'un patrimoine plus ordinaire, d'un patrimoine contemporain, à travers l'architecture moderne, enfin l'architecture contemporaine remarquable, moderne ou contemporaine. Et il nous importe, parce que c'est une commande de plus en plus nombreuse, c'est une activité de plus en plus essentielle, je crois, à la manière dont nous allons aborder l'impact du changement climatique sur nos habitudes de construire, d'habiter les espaces, qu'il faut savoir traiter avec habileté. Et voilà, ces activités pédagogiques qui sont les nôtres depuis, pour notre part, 140 ans, parce qu'on va fêter bientôt la 141e année en 2027 de la création du cours Chaillot par Anatole de Baudot. Euh, on aime le faire savoir, donc Caroline, Delphine Aboulker, qui est présente ici, a conçu pour le compte de la Fondation du patrimoine une exposition que nous allons inaugurer ici dans son itinérance dans les Hauts-de-France, qui s'appelle Patrimoine en mouvement et qui ira sur d'autres sites, enfin présenter d'autres sites d'ici 2026. Cette exposition rend compte à la fois des activités de l'école de Chaillot, de la formation des architectes, voilà, à la matérialité ou à la manière d'appréhender un patrimoine bâti, et essaie et explore, présente à travers 8 exemples comment ce patrimoine a été traité par des architectes de la région ou des architectes extérieurs à la région, mais voilà, avec des configurations à la fois stylistiques, programmatiques, fonctionnelles très très différentes. Et donc je me réjouis tout particulièrement ce soir voilà, qu'on puisse présenter et parler d'un patrimoine insigne, le palais Rameau de Lille. Donc ce palais, je ne sais pas si l'un des architectes va en faire un peu la narration historique. Non, Florent Richard, oui, un peu quand même. Voilà, quand il a été bâti sur le territoire des anciennes fortifications lilloises dans le grand projet de développement de Lille à la fin du 19e siècle. Et ce bâtiment a été traité voilà, par un architecte du patrimoine sorti de l'école de Chaillot et par un des architectes enseignants de cette école. Donc la conjonction était parfaite pour qu'on puisse vous présenter. Donc comment les présenter? On va commencer par Florent Richard, si j'ai bien compris, diplômé de l'école de Chaillot il y a 25 ans, 20 ans, d'accord. Donc, ayant construit avec l'architecte Perrault, architecte en chef des monuments historiques, l'agence Perrault-Richard, qui a travaillé sur un nombre inimaginable de grands monuments parisiens, mais pas que parisiens, et qui, avec le changement de la maîtrise d'ouvrage, enfin, a réussi à avoir le concours et il nous expliquera comment, aux côtés de Geoffrey Galland, donc associé, fondateur de l'agence 981, c'est ça, cofondateur et associé, avec Cédric Michel, enseignant titulaire de l'école.
comment ils ont obtenu la maîtrise d'ouvrage de cette opération. Donc Geoffrey Galland, là aussi, n'hésitez pas à présenter votre parcours. Ça peut intéresser les étudiants de savoir où est-ce que vous avez été formés, quelles ont été vos formations successives. Ce qui nous importe, c'est de nous raconter l'histoire, tracer un peu l'histoire ancienne. Enfin, ce bâtiment n'est pas si vieux que ça, mais il a été transformé. Sa peau, son enveloppe, son intérieur ont été transformés au fur et à mesure qu'il a été habité par des programmes fonctionnels divers et variés. Je crois que c'était devenu un gros n'importe quoi, mais dans lequel tout le monde semble-t-il, à Lille, un petit moment de réminiscence d'une expérience nocturne, diurne, officielle, officieuse, passée dans ce bâtiment constitutif de la mémoire de Lille. Et voilà, vous avez fait un projet important de restauration et de réaménagement, de réimplantation d'une activité. On en a parlé un peu tout à l'heure, on y reviendra à travers peut-être certaines de nos questions, mais cette opération nous semble intéressante justement dans la manière de négocier. Alors vous n'aimez pas ce terme, je sais, mais d'avoir trouvé une façon de réutiliser ce bâtiment avec une enveloppe très fine, très fragile, très peu porteuse, mais avec d'énormes qualités structurelles, spatiales, néanmoins. Vous y avez inséré à l'intérieur une boîte dans la boîte pour y accueillir des activités contemporaines d'enseignement. Et la manière dont vous avez répondu ensemble, dont vous avez travaillé avec la maîtrise d'ouvrage sur, sur le programme, puis ensuite comment vous avez construit et pensé, imaginé la manière d'y intervenir, les structures et les ambiances intérieures, nous ont paru essentielles. Peut-être que sur ce point essentiel, Delphine, veux-tu rajouter, parce que en tant que commissaire de l'exposition Patrimoine en mouvement dans les Hauts-de-France, voilà, tu as choisi, vous avez choisi ce bâtiment, donc tu Euh, veux nous dire quels ont été les principes qui ont guidé votre choix. oui, effectivement, l'idée, ben, on est très heureux effectivement d'avoir pu présenter le Palais Rameau, qui est un exemple formidable de comment est-ce qu'on donne justement un nouvel usage à du patrimoine qui était en déshérence ou plus ou moins vacant, enfin, et comment est-ce qu'on réussit justement à lui redonner un usage tout à fait contemporain en préservant la dimension patrimoniale et en valorisant finalement les principaux points d'intérêt qui ont trait aux monuments historiques. Et c'est tout à fait remarquable parce en plus, ce qui est très intéressant et ce dont vont parler donc le binôme des architectes du patrimoine et architectes, c'est qu'ils ont eu affaire à la programmation, c'est-à-dire qu'ils avaient un programme qui leur a permis très souple et que pendant un an, ils ont travaillé justement pour élaborer ce programme, être agile et trouver avec les acteurs du territoire, avec les commanditaires et la maîtrise d'ouvrage, un programme adéquat qui va permettre véritablement de redonner un usage à ce patrimoine. Voilà, donc on va leur laisser la parole. Absolument. C'est une véritable prouesse. On est très heureux. On a eu la chance avec Jean-Marc de pouvoir le visiter ce matin. On vous invite tous à venir à Lille pour découvrir ce site magique qui va être inauguré le 3 février prochain. Merci. Messieurs, à vous. Je vais juste faire un mot de préambule et après je passerai la main à Florent Richard qui évidemment aura la primeur de vous exposer le contexte patrimonial de cet ouvrage. D'abord, le cadre de la commande. Il s'agit de Junia, qui est en fait aujourd'hui le nouveau nom d'un regroupement d'universités HEI, ISEN et ISA, qui sont des universités d'ingénieurs dans le site de la Cato à Lille et qui ont en fait décidé sur ce bâtiment de réaliser un programme assez expérimental d'équipement démonstrateur de l'agriculture et de l'alimentation de demain. Donc les apprenants, les étudiants, ensemble, auront à collaborer dans ce lieu, dans des laboratoires de recherche sur ces questions. Euh, il y a eu en fait une équipe projet qui a été constituée alors avec les architectes que vous avez ici, mais aussi avec une équipe plurielle, puisque la commande était assez particulière. C'était pas un concours d'architecture, c'était une sorte d'appel à idées. Donc ils attendaient de nous la constitution d'une équipe pertinente par rapport à la question posée, d'une part, et d'autre part une capacité à les accompagner, et ça a été dit tout à l'heure, sur une démarche de coprogrammation.
Donc, on s'est constitué avec 2 équipes d'architectes, Hélène Olivier aussi historienne de l'architecture, et ça profite paysagiste, Verdi Ingénierie, bureau d'études, Élan BE, environnement, il y a beaucoup de monde, un bureau d'études VRD, Lateral Thinking Factory, qui sont des spécialistes de la démarche cradle to cradle, démarche environnementale aboutie, un OPC, Socotec, Bureau Veritas, Amexia, en assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, beaucoup de monde déjà pour dire que les architectes ne travaillent pas tout seuls et qu'on a eu à se constituer en équipe pour répondre à cette démarche de programmation complexe. Les études ont donc démarré en 2019, ce concours sur appel à idées remporté, et de 2019 à 2020, quasiment 21, on a fait de l'assistance à la programmation. Alors évidemment avec des outils collaboratifs, maquettes collaboratives, plans collaboratifs, mais c'était pas à proprement parler un programme figé avec des mètres carrés et une réponse de dessin d'architecte. Ça a été vraiment une démarche collaborative, donc je tenais à le souligner. On a affaire à 3950 mètres carrés de surface avec une maison de gardien attenante de 140 mètres carrés, un parc autour, c'est important de le noter, de 6000 mètres carrés, et le tout pour 15 millions d'euros. Je passe la parole à Florent Richard. J'ai mon micro, Tu as ton micro. s'il marche. Je vais essayer de vous brosser en quelques instants l'histoire du Palais Rameau, puisque vous avez peut-être aperçu sur la diapositive précédente qu'il était mentionné un legs. Le legs de Charles Rameau, qui a non seulement laissé son nom au bâtiment, mais qui a offert une somme considérable à l'époque, 400 000 francs, et avec pour objectif de créer un palais botanique qui, dans la grande ligne de toutes les expositions universelles et des démarches de recherche botanique, puisse permettre à l'île, qui était en plein développement, en plein essor, de participer à ce grand mouvement. Cette somme importante n'a largement pas suffi, pas d'aujourd'hui que les projets sont difficiles à financer, et le projet a simplement coûté 50% plus cher. Donc ça peut rassurer quelques maîtres d'ouvrage ou les inquiéter, mais tout cela n'est pas nouveau, avec pour ambition d'aller vite et de créer un bâtiment qui soit un bâtiment parapluie, qui permette d'accueillir des usages et une représentation d'une architecture idéale que je vais vous présenter après. Ce chantier, finalement, aura été à peu près aussi long à construire qu'à restaurer, parce que vous voyez qu'il a fallu 4 ans pour le construire, entre 1875 et 1879. Et l'ensemble des périodes qui se succèdent à la suite, grand trouble avec la Première Guerre mondiale, le bâtiment souffre énormément. Mais après, sa programmation et son entretien sont complexes. Et il faut attendre le tout début des années 2000, 2002, pour que ce bâtiment intéresse suffisamment pour que le ministère de la Culture décide d'engager une protection au titre des monuments historiques et son classement. Donc, le Palais Rameau a cette protection récente et fait partie, le Palais Rameau intègre cette architecture du 19e siècle, la deuxième partie du 19e siècle, qui a été regardée avec un œil condescendant pendant très longtemps, parce que sans doute trop proche de nous, mais dont on reconnaît de plus en plus la valeur, y compris au travers d'une forme d'audace qui apparaît dans ce dessin que vous voyez. On peut passer à l'image suivante. Vous avez, comme tout bon architecte, ce qu'on appelle des tubards, et donc des références. La référence de gauche, la cathédrale de Marseille, on note immédiatement ce jeu croisé de polychromie et ces 2 tours lanternes qui forment le fronton avec cette galerie au-dessus de la Grande Arche. Et puis à droite, le Palais de l'Industrie. Le Palais de l'Industrie qui a été construit pour l'exposition universelle à Paris et qui, au travers de ces structures mixtes, a été repris dans le cadre du projet. Un certain nombre de plans, assez peu finalement, et Eline nous a beaucoup aidé dans leur interprétation et surtout à travers des mémoires écrits de travaux, nous ont permis d'analyser ces lieux et de comprendre que finalement, ça n'était qu'un gigantesque parapluie avec une ceinture maçonnée qui en faisait le tour et un franchissement en métal, en fonte et en fer rifté qui en permettait le franchissement pour la couverture.
Vous voyez sur la partie droite de l'image une forme circulaire qui termine le bâtiment. Et ceux qui connaissent ce bâtiment à la ville de Lille n'ont pas manqué de voir sa métamorphose. Il s'agit de la serre, la grande serre terminale de ce bâtiment, qui est un mini Crystal Palace et qui est comment dirais-je, l'écrin fantastique de toutes les espèces botaniques qui pouvaient être présentées et mises en valeur au sein du Palais Rameau. Ce bâtiment est vaste. Ce bâtiment reprend aussi des codes bien connus de l'architecture. Tout à l'heure, vous aviez la cathédrale de Marseille, avec tout un système de grandes façades, de ce qu'on pourrait qualifier, en reprenant toutes ces terminologies de l'architecture religieuse, un narthex, une nef, des transepts, croisées des transepts, un chevet et même une chapelle terminale. Et tout cela, en fait, dans une réflexion sur l'architecture et des usages qui, avec des coursives qui font le tour du bâtiment, permettent d'avoir des lectures croisées et une vision des collections botaniques et des événements et salons qui étaient organisés dans le Palais Rameau, tout à fait intéressante. Il y a du verre. Je vous ai parlé brièvement de cette grande serre circulaire. Les couvertures étaient également vitrées. Et donc là, on continue à penser en référence à des bâtiments qui vont suivre, comme le Grand Palais à Paris. Si ces couvertures n'ont pas pu reprendre aujourd'hui leur configuration initiale pour des raisons diverses que je vais évoquer, il reste néanmoins un certain nombre de vestiges de cette architecture. Voilà un Palais Rameau animé, tel que personne d'entre nous ne l'a connu au vu de la date des photographies, mais tel qu'on peut rêver que dans quelques semaines, il vive à nouveau au travers des programmations qui vont s'y développer et qui seront présentées par Geoffrey et Cédric, mais également donc la capacité d'un bâtiment comme celui-ci à être particulièrement polyvalent comme le serait une grande halle. Cette grande halle est fondée sur donc des poteaux en fonte que vous voyez sur l'image de gauche et qui permettent de supporter le haut du bâtiment avec un plan très libre. Et ce plan très libre a été particulièrement précieux dans la définition de la programmation. Les campagnes de travaux qui se sont succédées ont finalement été assez faible et fragile, c'est-à-dire que à chaque fois, il s'est agi de sauver, préserver, essayer de rapiécer le bâtiment, y compris, comme on le voit dans les années 50, la simplification des couvertures. Bref, le bâtiment était très complexe compte tenu de son élancement et de sa fragilité à entretenir et surtout devait représenter un coût difficile à supporter pour la ville de Lille, puisque je rappelle, je ne sais pas si on l'a dit, ou alors je le dis, que ce bâtiment appartient à la ville de Lille et que le programme développé par Junia se fait dans le cadre d'une concession avec un bail amphithéotique de 25 ans. Dès lors, dans l'ambition qui est portée par notre maître d'ouvrage, et l'achèvement de ces travaux ces jours-ci, il s'est agi de repartir aux sources et de rechercher au travers d'un ensemble d'éléments qui sont fondamentaux pour l'appréhension de l'architecture, que ce soit sa silhouette extérieure ou ses espaces intérieurs baignés de lumière, la manière la plus propice de laisser un programme libre et évolutif s'installer. Donc sur la variété des usages, et on voit que Junia ne déroge pas à la règle en inventant des nouveaux programmes, il y a évidemment, au-delà du palais botanique, toute une série d'usages qui sont des usages subis ou consentis. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout un centre qui se met en place pour l'accueil des prisonniers qui reviennent d'Allemagne. Un procès important pour la ville de Lille qui s'est tenu en 1948, une grande exposition en 1958, et là on voit un sursaut, cette exposition dédiée à l'horticulture qui essaye de redonner
un usage qui était le premier usage au bâtiment et qui célèbre la réouverture du Palais Rameau à l'issue des grands travaux, y compris de simplification, comme je le disais, mais des grands travaux, dernière grande campagne de travaux du Palais Rameau. Et puis, pour un certain nombre comment dirais-je, d'étudiants, un lieu sans doute plein de souvenirs, pas forcément très bon, mais un accueil d'examen scolaire. On imagine que chacun peut se tenir à une distance suffisante de son voisin et des salons qui vont se tenir à partir de 2015 pour le secours populaire et qui vont contribuer à laisser le bâtiment ouvert au public. Je te repasse la parole. Donc, je refais un petit focus sur la démarche de projet qu'on a engagée avec notre commanditaire, héritant d'un programme en mouvement. Julien est arrivé avec l'idée donc d'un laboratoire de recherche autour des questions d'agriculture urbaine et de nourriture de demain. Et donc, en fait, notre équipe a mis en place des ateliers collaboratifs avec une rythmie assez récurrente, en essayant d'intégrer au maximum les communautés apprenantes de Junia, accompagnées évidemment par leurs professeurs, puis aussi les représentants de la maîtrise d'ouvrage, réputés plus sachants de ce qu'est un acte de construire. Et donc, autour de ces tables de travail, on a été amené à collaborer pour édifier ce programme. Et ça a été le début de la collaboration aussi avec l'agence Perrault et Richard, dans le sens où, en fait, nous, architectes collaborants, amenions en fait, le faisceau de contraintes qui était celui en fait, du patrimoine existant. Comme ça a été énoncé aussi, la capacité du bâtiment à évoluer eu égard en fait, à sa structure assez légère et à son système poteau-poutre qui laissait finalement un plan libre, mais en même temps la raison du patrimoine qui était de s'investir plutôt sur les collatéraux et Cédric l'expliquera à la suite. Et donc l'élaboration de ce programme a été assez longue et en fait a été un élément des contributions plurielles de différents partenaires pour aboutir en fait à in fine un nombre de mètres carrés, un regard bienveillant et contributif, on peut le dire bienveillant quand même, de la DRAC sur ce qu'il s'agissait de pouvoir faire à l'intérieur de ce bâtiment, tout en ayant un fort respect de ce patrimoine. Je continue là-dessus. Donc, simplement, vous voyez, ça aboutit en fait à un diagramme programmatique qui situait en fait les éléments de programme dans l'espace. Ce qu'on peut dire finalement, c'est qu'il y a eu d'autres versions, hein. Il y a eu d'ailleurs des versions plus denses, il faut le dire, en termes de mètres carrés. Euh, Tout commanditaire a envie aussi de remplir ce volume d'un certain nombre de besoins. Et en même temps, ce besoin, il n'était pas forcément énoncé de manière extrêmement claire au départ. Donc bah là, c'était très intéressant pour nous de pouvoir aussi collaborer à l'élaboration de ce programme et se rendre compte que la définition des espaces partagés pour les étudiants, in fine, euh, se logeait dans ces collatéraux. Et on a aussi investi la première partie du bâtiment quand on rentre comme une espèce de passage sous les grandes orgues, là où on pouvait se dire que cette épaisseur un peu sous couvert, avant d'arriver presque on pourrait dire dans la lumière de Dieu, si on fait des parallèles avec des plans basilicaux, était rendu possible dans l'investissement programmatique à cet endroit-là. Nulle part ailleurs, par contre, dans la grande nef, qui devait rester libre de tout ajout supplémentaire. Et donc, ça a abouti à une stabilisation du programme et de ses mètres carrés. On le voit ici aussi sur cette coupe, où, alors c'est peut-être moins clair sur ce document, mais enfin, en tout cas, on voit bien la nef principale et ses collatéraux. Et c'est donc bien dans les collatéraux, on le verra après avec les photos, que les programmes se sont majoritairement installés. Et en fond de décor sur la coupe, on voit l'endroit où on passe sous les bâtiments R+1, proche de l'entrée. Ok, donc, pardon, donc on a stabilisé un programme et en même temps, vous avez vu dans le schéma précédent, vous le voyez ici, que la grande nef reste globalement vide. C'est là que c'est à Junia d'inventer le programme qui va avec ce lieu. Alors, on a évidemment un programme qu'on a longuement élaboré. Maintenant, on se pose la question de savoir comment l'installer. Pour installer ce programme, on a une stratégie qui est assez simple, qui est assez claire, qui repose sur trois notions: la réversibilité, la modularité et la sobriété.
La réversibilité, pour nous, ça veut dire c'est instaurer une forme de distance respectueuse par rapport au bâtiment. Ça veut dire faire en sorte que l'installation de ce programme impacte le moins possible le palais Rameau. Il y a 2 raisons à ça. D'une part, le classement du bâtiment, évidemment. Et puis d'autre part, ça l'a été dit, on est dans le cadre d'un balai amphithéotique, ce qui veut dire que possiblement, dans 25 ans, Junia s'en va et doit restituer le palais Rameau vide de tout aménagement. Le deuxième enjeu, c'est la modularité. On a dit qu'on avait élaboré un programme avec la maîtrise d'ouvrage. Ce programme, il vaut évidemment un instant T. On sait qu'aujourd'hui, tout va très vite, hein, et il faut qu'on puisse accompagner la maîtrise d'ouvrage, il faut qu'on puisse accompagner ce projet, accompagner son évolution, faire vivre le programme assez simplement. Et puis, dernier point, la sobriété. On pourrait aussi dire une forme d'exemplarité environnementale. C'était assez important pour nous, c'était assez important pour la maîtrise d'ouvrage et c'était important qu'on soit en phase là-dessus pour être assez ambitieux. Voilà, et donc c'est à l'articulation de ces 3 notions qu'on a développé ce projet. Alors, la réversibilité, je vais passer sur cette maquette rapidement pour en arriver à ces schémas. La réversibilité, elle repose sur 2 dispositifs. D'une part, l'indépendance structurelle, c'est-à-dire que ça a été dit juste avant, on a un bâtiment qui est assez aérien, en tout cas un bâtiment qui n'est pas capable de reprendre quelque charge que ce soit, quelque effort que ce soit par rapport au programme qu'on peut ramener. Et donc, on est en indépendance structurelle totale. Vous voyez sur le premier schéma en haut à gauche, on voit l'impact des micropieux, qui est le seul impact qu'on a sur ce bâtiment. Des micropieux, un micropieux au droit de chaque poteau. On a un carottage et c'est tout. Le deuxième élément, c'est qu'évidemment, pour faire fonctionner un bâtiment, pour faire fonctionner un programme, il faut l'innerver avec beaucoup de réseaux, de l'électricité, du courant fort, du courant faible, des réseaux gravitaires, de l'eau, enfin, etc. Et donc, là, encore une fois, si on ne veut pas que ces réseaux impactent le bâtiment, il faut arriver à les faire circuler dans des vides. Et donc, on installe un plancher technique avec un plénum assez important au-dessus du sol existant et on fait tout circuler là-dedans. Vraiment, l'enjeu, c'est le moins d'impact possible. Et puis après, effectivement, une fois qu'on a installé ça, on peut commencer à installer les éléments qui vont accueillir le programme. Ces 2 photos résument assez bien ce que je viens de raconter. Image de gauche, vous voyez, on a un petit carottage, je ne sais pas si on le voit, complètement à gauche, qui fait 60 cm par 60 cm, ça multiplié par le nombre de poteaux. Et puis, vous voyez sur l'image de droite, sur la palette, les éléments qui ont été découpés, les éléments de dague qui ont été découpés et qui sont soigneusement conservés. Le deuxième élément, la modularité, elle repose ici sur un principe qui est extrêmement simple. On n'a pas inventé grand-chose ici, on l'a juste interprété. Elle repose sur une structure poteau-poutre, hein, en bois. Et peut-être que ce qui est simplement spécifique ici, c'est la façon dont on l'interprète, dont on met en œuvre ces poteaux et dont on met en œuvre ces poutres. Tout repose sur des assemblages moisés, c'est-à-dire qu'on a décomposé les poteaux, on a décomposé les poutres, avec l'ambition, là, mais comme pour à peu près tout dans ce projet, de répondre à chaque fois à plusieurs enjeux. Évidemment, c'est une structure, donc les enjeux au début sont structurels. On a des charges d'exploitation sur ce bâtiment qui sont extrêmement importants. Je ne sais pas si ça va vous parler, les chiffres que je vais énoncer. On est à 450 kg du mètre carré. À titre de comparaison, une salle de réunion, c'est 250 kilos, pardon, du mètre carré, bien plus d'euros. C'est-à-dire qu'on voyait, on est quasiment 50%, on double quasiment. Une salle de classe, c'est 350 kg du mètre carré. Et là, on est à 450. 450, c'est ce qui nous est dicté en fait par les laboratoires de recherche. Vous voyez, les laboratoires avec les paillasses, etc. Et cette contrainte, on l'a généralisée à l'ensemble du Palais Rameau. Évidemment, ça va permettre à terme à la maîtrise d'ouvrage de mettre un labo là où il y avait une salle de classe, etc., ou de multiplier les labos. Enfin, en gros, de faire ce qu'ils veulent parce qu'on a pris des mesures conservatoires qui vont leur permettre de déployer ce programme. L'autre élément de cette structure, ce qui nous intéresse évidemment dans cette décomposition des poteaux et des poutres, c'est
précisément cette question de la modularité. C'est-à-dire que comme on décompose la structure, vous voyez, là on vous montre à travers un petit plan, une axonométrie, comment sont constitués les poteaux. Vous voyez qu'on a un poteau qui fait 14 cm, un vide de 14, un poteau de 14. On a la même chose dans les poutres et ça va nous permettre de venir glisser toutes les cloisons, tous les systèmes de cloisons qu'on a développés, que ce soit des cloisons pleines, comme vous le voyez sur cette maquette, que ce soit des cloisons entièrement vitrées, que ce soit des cloisons vitrées avec allège pleine et j'en passe. Que ce soit des cloisons fixes ou des cloisons mobiles. Voilà, on a tout un panel de cloisons. Et puis évidemment, on ne répond pas qu'à des enjeux techniques. L'enjeu, il est évidemment pour nous esthétique. 450 kg du mètre carré, ça fait des sections colossales. Et le fait de fragmenter ces poteaux, le fait de fragmenter ces poutres, ça nous permet, à travers les poteaux, de faire passer la vue, de faire passer la lumière. Et dans les poutres, en faisant coulisser la partie centrale de la poutre, ça nous permet de marquer une petite ombre dans la relation entre la poutre et le plancher. Et à travers ce dispositif extrêmement simple, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a résolu le poteau et la poutre, on le déploie dans l'intégralité du palais rameau, à l'exception de la nef, évidemment. On s'installe exclusivement dans les collatéraux, dans le respect du plan du palais rameau. C'est-à-dire on a quand même une symétrie longitudinale, une symétrie transversale, et donc on s'installe vraiment dans le respect de cette composition. Voilà, et donc là, vous voyez, avec ces codes couleurs, on a tout un panel de programmes, hein. Une couleur égale un programme, donc vous voyez un peu la diversité de ce à quoi on est confronté, mais on sait très bien, et c'est conçu pour, on sait très bien que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tout est amené à évoluer. Voilà, et donc à travers cette photo de chantier, là, on est à mi-chantier. L'enveloppe a été complètement restaurée, et là, on commence à installer cette structure dont vous voyez, vous commencez à entreapercevoir la façon dont tous les éléments sont décomposés. Je resterai bien sur l'image précédente quelques instants, s'il te plaît. Merci. Tu disais tout à l'heure qu'on n'a rien inventé dans ce projet. Tu as tout à fait raison. En revanche, je crois que ce qui est très intéressant, c'est que au travers de tous les projets de restauration qui se succèdent les uns aux autres, aux projets d'aménagement et de reconversion, on tire profit d'une connaissance qui s'améliore et qui offre, au travers de ce projet, une belle maturité. Il y a, au travers de ce jeu de structure, une combinaison savante, et plus le résultat paraît simple, plus il faut imaginer le degré d'énergie et de réflexion qu'il a fallu pour avoir ces combinaisons. Et comme vous ne le direz pas de vous-même, je vous le dis, c'est très bien réussi. En reprenant donc la diapo suivante, moi je vais vous parler de tout ce qui s'est passé tout autour, et je reviendrai un petit peu sur ce qui s'est passé en dessous également. Vous avez sur ce profil du bâtiment l'ensemble des volumes qui composent et qui, bien entendu, sont toujours présents. Mais vous avez des parties qui sont atrophiées. Et au travers d'un lieu, il y a évidemment un usage, mais il y a aussi l'image qui en ressort, et la pertinence que doivent avoir des choix et des arbitrages au regard d'un projet. Tu disais tout à l'heure, Geoffrey, que on avait participé à la programmation avec le maître d'ouvrage. On a aussi participé, avec tous les services de la DRAC, à définir des arbitrages, parce qu'un bâtiment comme celui-ci, on voit bien que quand on y intervient 1 ou 2 fois par siècle, c'est le grand maximum, et il était évidemment très, très important de tirer profit de cette campagne de travaux monumentale pour retrouver un certain nombre d'éléments qui avaient disparu, non pas par choix, mais comme subis parce qu'impossible à entretenir. Et de la gauche de l'image, avec cette grande serre circulaire qui était couverte d'une toiture plutôt que d'une verrière, et dont les structures étaient particulièrement fragiles, en passant par des lanterneaux
des parties qui sont sur les travées latérales, donc en partie intermédiaire, et qui avaient été couverts en zinc dans les années 50 et restaurés en zinc dans les années 2000, alors qu'auparavant, c'était des dômes, enfin des pavillons vitrés. Et puis, essentiel aussi à la lecture du bâtiment, les couvertures en pavillon des 2 tours lanternes, dont il s'est avéré qu'en fait, c'était la structure primaire des bulbes primitifs qui, eux également, étaient dans un état trop dégradé pour pouvoir être conservés et qui avaient été supprimés. Et puis enfin, dans toute forme d'architecture qui a l'élancement de ces travées, il y a souvent des éléments sommitaux et tous ces éléments sommitaux avaient disparu. Il y avait par ailleurs des choses que nous n'avons pas pu remettre en place, les grandes toitures vitrées, le grand dôme vitré qui était au centre de l'édifice pour les raisons de résistance des sols. Ces sols particulièrement médiocres supportent, sans qu'on sache exactement comment l'expliquer, le bâtiment dans son état actuel. Donc, sa fragilité reste un objet de vigilance. Et ces dispositifs de micropieux est un principe qui a été élaboré avec les services de l'État pour avoir des fondations qui soient particulièrement, parfaitement indépendantes et qui n'obèrent pas les sols au-delà des forages, comme tu l'as indiqué. L'idée étant que cet aménagement soit modifié, qu'il soit retiré ou que d'autres viennent prendre sa place plus tard, il y ait une manière d'intervenir sur le bâtiment qui soit simplifiée et que l'effort qui est produit pour cette restauration soit un effort pérenne et qui permette à d'autres de s'appuyer dessus plus tard. L'image suivante, comme un jeu des 7 erreurs, mais vous n'aurez pas les 2 images côte à côte, vous montre le profil, le même profil du bâtiment, mais après que les équipes soient intervenues. Évidemment, ce bâtiment circulaire reprend une forme beaucoup plus conventionnelle de ce que peut être une serre et un bâtiment vitré. Vous avez également les bulbes qui surmontent les clochers qui sont retrouvés. Et puis, plus difficile à voir sur cette image, un certain nombre d'éléments qui sont rajoutés. Comment peut-on retrouver quelque chose qui a disparu? Ça, c'est véritablement une énigme qu'il faut résoudre quand on intervient sur un bâtiment de cette importance et avec ce degré de protection, parce que on impose finalement une lecture de ce que l'on croit être juste, et il est important que cette lecture soit collégiale. Nous avions un certain nombre d'archives photographiques, et vous avez cette image à gauche qui le montre. Et là, pour le coup, on a fait ce vrai jeu des 7 erreurs avec une photo comme celle de droite pour identifier ce qui était permanent, ce qui était dégradé, ce qui était disparu et ce qui était pertinent par rapport au programme associé évidemment à une enveloppe de financement pour retrouver au travers de la lecture du bâtiment les meilleurs éléments de compréhension. Un chantier se fait en conception, un chantier se fait surtout en réalisation. Tout le monde a pu suivre, admirer, voir et peut-être découvrir pour certains d'entre vous le chantier gigantesque de Notre-Dame de Paris. On est certes à une échelle qui n'a rien à voir, mais on était avec une partie des mêmes entreprises et en tout cas avec la même méthode. Lorsque les opérations de dépose des couvertures ont été engagées, il est apparu que les bois de charpente qui étaient en place avaient des dispositions qui n'étaient pas très orthodoxes pour une charpente en pavillon et une datation relative des bois qui montrait qu'ils avaient largement plus de 50 ans. Cette charpente reposait, et repose toujours, on n'y a pas touché, elle a été restaurée en œuvre, sur les tours, lanternes en pierre,
qui elle-même repose sur des fondations dont je vous ai dit qu'on avait quelques suspicions sur la fragilité. Et il s'agissait de venir retrouver cette forme de bulbe qui avait disparu. Parfois, il faut convaincre des maîtres d'ouvrage, des administrations du bien fondé d'une opération. Là, c'est le charpentier qu'il a fallu convaincre. Il ne croyait pas un instant que les choses soient possibles. Et après, le maçon tailleur de pierre ne croyait pas un instant qu'en rajoutant du poids et sans intervenir sur les tours, celle-ci n'allait pas s'effondrer. Et donc, c'est un sujet assez intéressant parce que la fragilité du bâtiment était connue de tous et bien appréhendée. Et parfois, il faut prendre des risques. Et nous avons pris ce risque en disant que ce bâtiment avait survécu avec des bulbes et que si on lui remettait des bulbes de dimensions équivalentes avec des matériaux équivalents, il n'y avait pas de raison qu'il ne résiste pas non plus. C'est ce qui a été fait et ça tient. Et les opérations ont été faites en atelier. Je crois que l'image suivante montre le bulbe lui-même. Voilà. Avec donc cette charpente qui est restée en place, qui a été restaurée en œuvre, comme je le disais. Restaurée en œuvre, c'est-à-dire qu'on ne dépose pas ni les pièces ni les assemblages. Donc, c'est des techniques tout à fait particulières pour laisser les assemblages en tension et conserver un maximum de bois ancien. Et les bulbes ont été mis en œuvre en atelier et couverts en atelier. Et ils sont arrivés par convoi exceptionnel et grutés, ce qui fait qu'on n'a jamais vu un bulbe monter aussi rapidement sur un édifice que ces deux-là. Et ce sont des opérations évidemment tout à fait intéressantes et impressionnantes. Les ouvrages de raccordement ont été faits sur place, comme vous le voyez sur la photo de gauche. Et l'ensemble des dispositions particulières de cette couverture en plomb ont été rendues possibles par des prototypes. Et là encore, bien souvent, l'image nous permet d'avoir une lecture théorique de ce qui peut avoir existé, de ce qui peut être fait. Rien ne vaut le test grandeur nature. Et il y avait sur les images anciennes des formes d'écailles saillantes sur les arêtiers qui forment les angles de ces bulbes. Et très franchement, on ne comprenait pas trop comment ils avaient réussi à faire ça. Il a fallu plusieurs tests avec les couvreurs et l'ensemble de l'équipe, y compris bien entendu les services de l'INDRA qui nous ont accompagnés tout le chantier, pour trouver la justesse du propos qui permette, au travers de cette réalisation qui reste une interprétation contemporaine, le geste juste grâce à des couvreurs spécialistes du plomb qui nous ont expliqué que si c'était trop petit, ça ne marchait pas, que si c'était trop grand, ça ne marchait pas. Donc la mesure a été ajustée de cette manière. Alors cette image n'apporte, à mon avis, pas grand-chose de plus de ce que je viens de dire, si ce n'est qu'on a quand même utilisé quelques échafaudages. Il ne faut pas laisser croire que tout s'est fait à la grue. Mais voilà, il y a les lanterneaux, je te remercie. Donc les lanterneaux, en fait, avaient été particulièrement simplifiés dans le cadre des derniers travaux sur le bâtiment. En revanche, un programme qui s'inscrit dans des zones sans lumière, c'est globalement catastrophique. Et alors là, tout à l'heure, vous parliez de négociation et moi de discussion. Il y a eu négociation. Il y a quand même eu négociation. Et comme Franck est parmi nous, il s'en souvient sans doute. On avait prévu initialement, parce qu'on était très généreux, avec l'argent qui n'est pas le nôtre, de restituer tous les lanterneaux en pavillon vitré. Autant vous dire qu'un pavillon vitré comme ça coûte quand même une petite somme et qu'on n'arrivait pas à financer l'ensemble. Et de son côté, la DRAC disait, écoutez, on vous aide à restaurer ce bâtiment magnifique. C'est quand même conditionné à un certain nombre de choses, y compris celles-ci, qui apparaissent dans la demande d'autorisation de travaux sur monument historique, dont vous ne pouvez pas y couper. Ça n'a pas été la poire en deux. Il y a un petit peu plus de lanterneaux vitrés que de lanterneaux qui ne sont pas vitrés, mais il a fallu faire des choix. Et ce qui a été
arbitré en définitive, c'est que les restaurations qui avaient été faites auparavant étaient déjà des restaurations patrimoniales de préservation de l'édifice, et donc il n'y avait pas de problématique de travaux absurdes ou qui ne tenaient pas. Que la politique du petit pas était déjà quelque chose d'intéressant et que retrouver quelques lanterneaux parmi tous ceux qui avaient pu exister était déjà une première démarche intéressante qui ouvrait la voie à de futurs concessionnaires ou utilisateurs ou même à notre propre maître d'ouvrage qui, au gré des usages à venir, pourrait être tenté de redépenser quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, pour poursuivre ce travail. Donc là, pour le coup, on est clairement sur un réglage en cours de chantier qui est très intéressant au titre de l'accompagnement scientifique et technique que les services de la DRAC opèrent sur ce type d'opération. Tout à l'heure, au travers de quelques images qui n'étaient pas forcément très explicites, je vous indiquais que ce bâtiment avec cette grande serre circulaire était couvert d'une charpente. Là, c'est parfaitement explicite. On voit au travers de cela que intervenir dans un bâtiment, lui donner une vie qui permet de financer des investissements pour le préserver, c'est fantastique. C'est surtout extraordinaire quand cela permet, au travers d'une programmation justifiée, de retrouver des états qui ont disparu. Et donc, très clairement, si s'était posé la question de l'arbitrage entre les petits lanterneaux vitrés et la verrière de la serre, je pense que personne n'aurait hésité un instant. Et donc là, nous avons pu, au travers de cette intervention, retrouver cette lanterne lumineuse la nuit et cette concentration de lumière intérieure le jour, avec la restitution de tous les éléments qui ont été retrouvés en toiture. La difficulté d'intervention sur une verrière, elle est complexe. Elle est complexe parce que d'abord, il y a une structure qui la supporte. Cette structure préexiste et donc elle doit résister aux vitrages qui sont rapportés. Il y a tout un cadre normatif dans lequel il faut s'inscrire. Il y a par ailleurs, donc, au titre de cette normalisation et de cette sécurité qui est bienvenue, des vitrages qui doivent être feuilletés pour éviter qu'ils ne blessent quelqu'un si jamais ils étaient brisés. Et donc, le principe du vitrage feuilleté, c'est qu'on colle plusieurs vitrages entre eux, donc ça pèse forcément beaucoup plus lourd, au moins le double que des vitrages simples. Et puis, dans certains cas, il faut que ces verrières soient étanches. Donc, on rajoute un degré de complexité qui n'est pas tout à fait simple, parce qu'évidemment, un bâtiment qui est composé de métal et de verre a des coefficients de dilatation qui sont différents suivant les matériaux. Et là, ce qu'on voit sur cette photo de droite, c'est que ce bâtiment n'était pas étanche et n'est toujours pas étanche. C'est très important. C'est un parapluie. Et en l'occurrence, ça ne sert à rien qu'il soit étanche parce qu'il n'est pas chauffé non plus dans cette partie-là. Donc, ça résout un certain nombre de problématiques. Mais on est sur des typologies de verrières à ressaut qui permettent d'être prises d'un côté avec des raidisseurs qui peuvent se dilater sans être contraints et qui, par ce phénomène de ressaut qui est évidemment calibré comme le serait une couverture avec un recouvrement suffisant par rapport à l'exposition du bâtiment, permet d'avoir une étanchéité convenable, même si elle n'est pas totale. Voilà ce que je vous invite à aller découvrir et puis à prendre en photo, peut-être mieux que nous d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'un photographe pourrait prendre des photos merveilleuses de cet endroit. Ce que l'on voit ici, c'est que la matière disparaît. Et ça, c'est une des grandes redécouvertes de ce lieu dont vous vous rappelez deux diapositives précédemment, le chapeau qui le surplombait. Les vitrages qui sont en couverture sont des vitrages intelligents avec les facteurs de contrôle solaire. Vous savez sans doute que dès que vous inscrivez un facteur solaire affaibli dans un vitrage, vous modifiez sa perception. Et il était très important que l'impact soit le plus faible possible, voire disparaisse. Là aussi, il y a eu un certain nombre d'échanges
avec les services de la DRAC pour déterminer ce qui était supportable et convenable pour arriver à quelque chose qui soit juste. Et ce qui a été arrêté, c'est que l'ensemble des parois verticales sont en verre non traité et apportent une transparence la plus totale possible, sans effet réfléchissant, ce qui n'est pas le cas de la couverture en verre, qui, elle, compte tenu de sa position dans l'espace, n'est pas visible autrement que par des vues croisées et jamais de face. Et il a été convenu d'avoir un confort relatif grâce à ce contrôle solaire qui est en partie supérieur, qui soit mis en place. Il fait plus facilement froid que chaud dans un édifice comme celui-ci, parce que l'air chaud monte, et quand il fait froid, il fait vraiment froid en bas. Et quand il fait chaud, il y a des dispositifs de ventilation naturels qui sont accessibles par des coursives extérieures et qui permettent en fait d'avoir un effet de convection tout à fait intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais de terminaisons sommitales qui étaient difficiles à voir. On les voit mieux sur cette série d'images, avec bien évidemment un état avant travaux et un état restauré de toutes ces maçonneries mixtes. Mais vous avez des terminaisons verticales qui viennent marquer chacune des piles qui scandent le bâtiment et qui sont des vases. Ces vases sont également des éléments qui avaient disparu et qui ont été restitués sur la base de documents anciens avec des principes de maquettage. Et donc là, de la même manière que le couvreur tout à l'heure, je vous expliquais, avait prototypé, là, ça a été exactement la même démarche. D'abord parce que, comme vous le voyez, la photo est prise d'en bas et c'est plutôt l'endroit où généralement on se trouve. Or, quand on sculpte un élément comme celui-ci, il est face à nous. Et donc, il faut imaginer l'effet de rétrécissement qui peut être, comment dirais-je, important suivant l'endroit où se place l'objet pour amplifier certaines formes. Et sur ces vases, c'est ce qui a été fait de façon cohérente et qui permet de correspondre à ces images anciennes. Là, on voit à peu près la même chose, c'est-à-dire que ce bâtiment tronqué avec ses façades là sur la partie sud qui était dépossédée de toutes ces terminaisons. On peut imaginer ce que pouvait être ce grand dôme vitré aujourd'hui couvert en zinc et qui le reste, hélas, et surtout le caractère joyeux que peut avoir un bâtiment à travers la couleur et du choix des matériaux qui le composent. Donc, vous aviez une vue précédemment des intérieurs de ce bâtiment circulaire. La vue extérieure est intéressante également sur la polychromie. Nous avons pu, au travers des études qui ont été menées sur les structures en fonte et en fer de ce bâtiment, retrouver par stratigraphie des teintes qui corroboraient les unes aux autres et qui nous ont permis de retrouver cette teinte particulière qui apporte, je dirais, à la lecture du bâtiment vitré, comment dirais-je, une combinaison intéressante. Vous voyez surtout l'état de ce bâtiment d'une tristesse infinie lorsqu'on l'a trouvé et la merveille de sa restauration. On a déjà vu. Là, sur les parties intérieures, la lumière provoquée par les lanternaux, donc on est à une période du chantier où commencent à prendre place des éléments qui composent des aménagements intérieurs. Mais vous voyez d'ores et déjà de quelle manière les murs sont percés donc, de ces fenêtres très élancées, additionnés à ces lanternaux en pavillon, qui apportent une qualité de lumière tout à fait intéressante. Enfin, sur les coursives, il y avait dans la programmation initiale qui était
itinérante, on va dire, une complexité sur l'addition d'espaces les uns sur les autres. Et tout a été essayé, superposer 2 niveaux, 3 niveaux, comment combiner avec des minimums de hauteur sous plafond dans les aménagements, des espaces les plus appropriés et plus généreux possibles malgré tout. Finalement, encore une fois, de la même manière que la structure a été guidée par la structure existante, que la combinaison a été guidée par les micropieux et leur maillage, ici, ce sont les coursives qui, dans une logique constructive, ont servi de guide pour déterminer les niveaux altimétriques des aménagements avec, comme vous le voyez sur la partie de gauche avant restauration, des garde-corps périphériques qui étaient comment dirais-je, combinés avec ces grands poteaux aux fontes et des suspentes qui sont ces éléments métalliques blancs suspendus aux structures de poutres supérieures et permettant de réduire la flèche de la passerelle entre franchissement de poteau en fonte à poteau en fonte. Ces éléments ont bien entendu été conservés. En revanche, ce qui a été déposé, ce sont les parties intermédiaires de ces balustrades entre tirants et qui ont conditionné, là encore, la combinaison des espaces en déterminant des zones de franchissement possibles depuis les coursives jusque dans les salles qui sont situées aux étages. Et c'est très intéressant de voir que cette combinaison, finalement, rend évident la manière dont les choses se sont assemblées. Les encombrements qu'il y avait auparavant étaient multiples, avec bien entendu des réseaux qui étaient suspendus à peu près partout. Et on voit que finalement, en mettant plus de choses, on a l'impression que le bâtiment est plus libre, parce que cette combinaison de couleurs, de matériaux, de contrastes, d'assemblage et de juxtaposition permet de conserver la lecture des grands volumes, qui a été l'occasion de très grandes discussions avec, là encore, les services de l'État, pour que, lorsque la programmation était encore suffisamment souple, soit garanti que la perception du bâtiment ne soit pas altérée et reste parfaitement lisible. On va en revenir aux aménagements maintenant qu'on a restauré, complété ce bâtiment. Tout à l'heure, je parlais de la sobriété, je l'ai exprimé autrement en disant qu'on pourrait parler d'exemplarité environnementale. Plusieurs choses accompagnent ça. Geoffrey tout à l'heure parlait de comment dire, de la logique cradle to cradle dans laquelle on était engagé. On peut le dire autrement en se disant qu'on s'intéresse, on se lance dans une réflexion sur le cycle de vie des matières et matériaux que l'on met en œuvre. Ce qui nous intéressait aussi, comment dire, c'est d'utiliser les matériaux avec justesse et en essayant, autant que faire se peut, d'en limiter la quantité. Et puis dernier point, on s'est efforcé de mettre en œuvre, là encore, autant que faire se peut, des matériaux biosourcés, la structure bois, les planchers bois, les cloisons qui pour toutes les cloisons mobiles sont en structure bois, les isolants en laine de bois, les éléments de correction acoustique en fibre de bois, etc. Mais au-delà de ça, ce qui nous intéressait, c'était de voir dans quelle mesure on pouvait travailler avec une essence locale. On est dans une région, les Hauts-de-France, dans laquelle pousse une essence un peu spécifique, le peuplier. Et donc on a fait le choix de s'inscrire dans l'utilisation de ce matériau en se disant qu'au-delà du fait de construire en matériaux biosourcés, on pouvait essayer de donner un peu de sens à ce que l'on faisait et de s'inscrire comment dire, dans le déploiement de cette filière qui est une nouvelle filière
Ce matériau impose un certain nombre de contraintes. Le peuplier n'est pas un bois comme les autres. Et donc, cette filière est en cours de structuration. Et donc, pour nous, utiliser ce bois, voilà, nous mettait dans cette logique et nous permettait de contribuer au développement de cette filière. Donc là, on voit sur ces images-là, on est allé visiter des scieries, on est allé visiter les Alglav, en l'occurrence, qui est un scieur, qui est un lamelliste. On est allé voir, on est allé travailler avec les charpentiers, etc. pour très simplement pour découvrir ce matériau. Ça a été une première pour nous, qui a beaucoup de qualités, qui a aussi une qualité esthétique, hein. À chaque fois, je vous dis, on utilise les choses pour plein de raisons, on les met en œuvre en essayant de répondre à divers enjeux. En l'occurrence, on a un bois qui est très blanc, qui est très beau. Voilà ce que vous pouvez voir ici. Là, en l'occurrence, on est dans les ateliers d'Ed Wood, hein, le charpentier qui a mis en œuvre la structure. Et vous voyez, là, ils sont en cours de fabrication de ces poteaux. Poteaux moisés constitués de 4 éléments. Vous voyez, tout est en bois, c'est-à-dire que même les éléments, les entretoises, les éléments qui nous servent à mettre les distances, à créer de l'espacement entre ces poteaux sont également en bois. Et vous voyez qu'on voit pas les assemblages. Alors, il y a évidemment un parti pris esthétique, mais là aussi, ça nous intéressait, en dialogue avec les pompiers, pour la stabilité au feu de la structure. C'est-à-dire, vous voyez, on les voit un petit peu, pour chaque élément d'assemblage, on a une petite chapelle qui nous permet de masquer les boulons et de les recouvrir par une pièce de bois, et donc ce faisant de retarder leur sensibilité à la chaleur du feu. Bon, je vais passer là-dessus. On est dans les ateliers chez Ed Wood. Il y a des prototypes là aussi qui sont fabriqués pour voir non seulement comment fonctionnent ces éléments qu'on a conçus en 3D, qu'on a conçus en maquette, mais dont il s'agissait quand même de vérifier un petit peu ce que ça pourrait raconter à l'échelle 1. Et puis, ça leur a aussi servi à comprendre la façon dont ils allaient pouvoir mettre en œuvre cette structure qui, malgré tout, est assez imposante dans le Palais Rameau, avec toutes les contraintes qui s'imposaient à eux, les accès, les hauteurs sous plafond, la charge que pouvait supporter la dalle pour faire passer les engins, etc. Je passe, mais c'est quand même. Vous voyez, on est dans les ateliers de chez Ed Wood, là, avec toutes ces poutres là qui sont en attente, cette matière qui est très belle, en attente d'être posée. Et puis effectivement, on vous a montré quelques photos du chantier de restauration. On vous a montré des photos de l'installation de cette structure pour accueillir le programme. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc là, vous êtes dans la nef, hein, vous intervenez quand vous voulez. On peut y voir des choses différentes. En tout cas, on est dans la nef, on regarde vers l'entrée. Vous voyez comment ce programme s'installe, en tout cas de mon point de vue, dans le respect de la structure de ce bâtiment, dans le respect de sa composition. Et puis, ce qu'on commence à voir ici, c'est comment, à l'intérieur de cette structure, viennent se disposer des éléments de cloisonnement qui viennent avec des qualités spécifiques. La première d'entre elles, peut-être, on n'en a pas vraiment parlé encore pour l'instant, mais c'est que évidemment, on est confronté à un bâtiment qui ne nous permet pas de fabriquer un climat apte à accueillir le programme d'école et tous les programmes annexes qui l'accompagnent. On ne peut pas fabriquer un climat parce qu'on ne peut pas isoler. Et quand bien même on isolerait partiellement. On ne peut pas mettre de double vitrage. Tout à l'heure, on parlait du poids d'un stadip, d'un vitrage sécurite. Mais si on ramène et je ne parle même pas peut-être de l'ignonymie que ça pourrait représenter d'un point de vue de la préservation esthétique de ce bâtiment, mais ça ramène des poids colossaux et on peut pas. Enfin, toujours est-il qu'on ne peut pas toucher à l'enveloppe. Et donc, on va fabriquer élément par élément, pièce par pièce, on va fabriquer le climat qui va pouvoir accueillir chacun des éléments de programme. Et puis après, ces cloisons, vous voyez comment elles se déclinent. On a des cloisons pleines, on a des cloisons vitrées avec calèche pleine.
Voilà, tout un tas de cloisons qui vont permettre de correspondre à chacun des éléments de programme qui vont se trouver dans les pièces qui sont derrière. Quelques, quelques éléments où on voit les interfaces, la cloison la cloison, pardon, excusez-moi, la coursive dont parlait Florent précédemment sur l'image de gauche, qui nous permet quand même de comprendre que les éléments de programme que l'on installe, en tout cas à l'étage, sont toujours en second jour. Vous voyez, on n'est jamais en contact avec la façade, ce qui nous a amené à vitrer très généreusement chacune des faces de ces locaux. La nef étant très lumineuse, on a un apport lumineux évidemment depuis la nef, et puis on a l'apport de la façade décalé de 2 mètres. L'image de droite, vous voyez, on est dans la nef, on est à rez-de-chaussée, on a des labos de recherche derrière, des labos de recherche qui sont... alors c'est un peu presque le paradoxe de de ce projet, de ce programme, c'est-à-dire qu'on est dans un bâtiment classé, on est dans un bâtiment très léger, on fait des aménagements en bois, et puis on installe des labos de recherche, qui sont des équipements un peu lourds, qu'on doit nettoyer à grande eau, enfin, vous voyez, qui nous amènent beaucoup de contraintes. Alors, je ne sais pas si on est dans des logiques de négociation. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on est confronté dans un projet comme ça à plein d'injonctions contradictoires entre la préservation d'un bâtiment, l'installation d'un programme, la réponse aux contraintes incendie, etc., etc. Le fameux labo dont je vous parlais, on vous en montre un, évidemment, il y en a plein d'autres. Il y a des champignonnières, il y a plein de choses dans ce programme. Une des salles de cours qui donne dans l'axe de la nef. Voilà, et puis je vais repasser la parole à Geoffrey pour terminer sur la présentation de ce projet. On vous a dit, le Palais Rameau, c'est évidemment le Palais Rameau, il y a la Maison du Gardien, et puis évidemment, il y a un parc qui donne tout son sens à ce projet, puisqu'on parle d'agriculture urbaine, etc. Donc un dernier hommage, et puis comme on est ici dans une école d'architecture et de paysage, donc un dernier hommage, je parlerai à la place de nos partenaires paysagistes, les Saprofit, qui ont conçu ce parc dans une démarche très intéressante selon moi de notion de lisière, puisque le bâtiment est au milieu de sa parcelle, et donc il ne fait pas limite avec l'espace public. Et ce qui fait la limite avec l'espace public, c'est le parc. Donc en fait, la première perception qu'on a de ce projet, c'est la végétation, la nature. Et donc j'ai trouvé très intéressant la notion de lisière qu'ils ont mis en place. Alors évidemment, on hérite d'un patrimoine arboré de très grande qualité. Il y a Muriel Elleters aussi, je ne l'avais pas cité, qui est spécialiste des arbres, qui a fait un diagnostic phytosanitaire extrêmement intéressant sur ce patrimoine, à partir duquel cette lisière urbaine, le principe, c'était de travailler sur cette épaisseur végétale avec une stratification de l'arboré en passant par l'arbustif, le tapissant, pour en finir à des choses beaucoup plus couvre-sol. Et la démarche a été aussi augmentée dans une réflexion sur un parc laboratoire, puisque en fait 100% des plantes qui ont été mises en œuvre sont comestibles. Alors attention, normalement, il ne faudrait pas les manger, mais tout sol en ville est réputé comment dire, pollué. Et donc, ça va être intéressant justement pour les étudiants d'aller prendre ces plantes, les étudier en laboratoire et voir dans quelle mesure, en fait, il y a des migrations de pollution qui sont plus ou moins effectuées sur ces plantes. Et donc, des thèses vont pouvoir être effectuées par ce biais. Donc, c'est là où c'est intéressant que le parc et le bâtiment contribuent en fait à faire laboratoire avec cette limite épaisse qui a été constituée. Donc, il y a tout un tas de plantes. Voilà, on en voit juste ici quelques-unes pour illustrer ce propos. Merci de votre écoute. Je souhaiterais remercier pour leur accueil l'école d'architecture, Pablo Oas, Hélène Marcos, présidente du conseil d'administration, Anne du service des partenariats. Alors Anne. Nadia. Pardon. Nadia. Excusez-moi. Nadia Lecoq, merci beaucoup pour votre aide. Claude Moussouti également, merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir permis de tenir cette conférence, d'accueillir cette exposition. Un grand merci à la DRAC et à Franck Senan et à Delphine Droussan qui nous ont accompagnés dans tout un travail long pour accueillir l'itinérance de l'exposition dans 7 lieux
dans la région Hauts-de-France, puisque précédemment, du coup, l'expo a été accueillie à la Cité des électriciens. Et après l'école d'architecture de paysage et d'architecture de Lille, elle ira à Étaples, puis au château de Pierrefonds, à la maison de l'architecture d'Amiens et dans une abbaye également. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.